تعطيني قلم تطلع فكرة، تاخد القلم وبتاخد مني الكلمة. تعطيني قلم تطلع فكرة، تاخدي قلم ما بتاخد مني الكلمة. تعطيني قلم تطلع فكرة، تاخدي قلم ما بتاخد مني الكلمة. تعطيني قلم، تعطيني قلم، تعطيني قلم، تعطيني قلم، تعطيني قلم تطلع فكرة، تاخدي قلم ما بتاخد مني الكلمة. صفحة فاضية كلام حبر، ملعب كبير بكى منه شبر، جراس أذان كنيسة الجامع، نوم حلم صحوة. Merci beaucoup et je vous remercie pour cette invitation. Je vais commencer un peu sur la situation économique en Israël et quel rapport il y a entre l'économie israélienne et l'occupation des territoires. Et l'idée est que l'occupation des territoires a une influence majeure sur l'économie et la société israélienne. Je vais parler quelques minutes sur la réalité de la croissance économique en Israël ces dernières 15 années, parce qu'il y a un lien très étroit avec l'occupation des territoires. Si on voit un peu ça de l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, on voit un peu que la croissance économique d'Israël a été un peu comme on dirait un train de montagne. Il y a une grande variation dans la croissance, la soi-disant sainte croissance du point de vue capitaliste. Si on voit ici l'année 2000, la croissance jusqu'à octobre 2000, et je vais dire pourquoi jusqu'à octobre 2000, la croissance économique d'Israël, c'était une croissance, on peut dire, chinoise, 8%. Ça veut dire jusqu'à octobre 2000, la croissance de l'économie israélienne jusqu'à 8%. En octobre 2000, c'est la deuxième intifada qui explosait. Et dans quelques mois, vraiment, jusqu'à la fin de l'année, l'économie est tombée de plus 8% à moins 3%. Qu'on peut expliquer qu'un intifada, ça veut dire un soulèvement palestinien, peut causer tel dégâts dans une économie qui est plutôt développée. Je veux dire, développée du point de vue capitaliste. Parce qu'il y a une grande partie des exportations israéliennes qui vont vers les territoires occupés. Et spécialement dans ce qu'on appelle en anglais les industries de low-tech. Il y a les high-tech, ça veut dire que ce sont high-tech, c'est la haute technologie. Low-tech, c'est la technologie, si on peut dire, des industries ou des usines comme de l'alimentation, textile, etc. Et le marché israélien du low-tech, il est très dépendant par rapport à les marchés palestiniens, qu'on le définit comme marché captif. Si vous avez été dans les territoires, vous allez aller dans une, je ne sais pas, un supermarché ou une petite boutique, on voit toujours, la plupart des produits qu'il y a là-bas sont des produits israéliens. Le lait israélien, la farine israélienne, vous voyez, les cigarettes parfois. Seulement la Coca-Cola elle est palestinienne parce qu'il y a une grande usine à Ramallah. Mais tout le reste c'est israélien. Pourquoi on ne voit pas des produits jordaniens ou des produits égyptiens ou des produits libanais? Ça veut dire parce que en principe les produits d'Égypte doivent être plus bon marché qu'un produit israélien. Parce que Israël contrôle la frontière, je veux dire la frontière du point de vue économique des Palestiniens et pas seulement d'un point de vue sécuritaire, qui rentrent ou qui ne rentrent pas dans le territoire. Ça veut dire qu'Israël contrôle par la voie armée l'économie palestinienne et ferme l'économie palestinienne pour que l'économie palestinienne redevienne ou se développe comme une économie colonisée par Israël. Et c'est pour ça que dans quelques mois, le développement d'Israël, pardon, la croissance économique d'Israël est descendue de 8% jusqu'à moins 3%. L'intifada, vous savez, il n'y a pas exactement de date. On sait toujours quand on commence, on sait exactement quelle est la date. Ce n'est pas une guerre, du point de vue d'un armistice ou des choses comme ça. Mais l'intifada s'est déroulée pendant quelques années. Et Israël, il a fait peine pour sortir de cette situation cette situation grave du point de vue économique,
parce que ça c'est la récession, moins 3%. Seulement en 2005 les marchés, ou la croissance, elle a remonté dans un niveau, le niveau de 5%, et c'est encore moins qu'en l'année 2000. Et 5%, c'est pas mal dans la réalité européenne, mais dans la réalité israélienne, c'est moins qu'il avait pendant les années 90 jusqu'à l'année 2000. Comment est-ce que ça a remonté ça? D'un côté, c'est l'intifada qui a fini. Vous savez, le marché palestinien, il est ouvert une nouvelle fois pour la production israélienne. Et de l'autre côté, ce sont les ventes des armes d'Israël. Vous savez, Israël, il y a des exportations de produits de haute technologie, spécialement des produits technologiques dans les ordinateurs et dans les armes. Et parfois, c'est la même chose. Vous voyez, les drones, c'est aussi de la haute technologie, un drone, et c'est aussi des armes. Et cette montée en puissance de l'économie israélienne, c'est pour la haute technologie militaire et pour la réouverture du marché palestinien. Mais comme Israël elle est très intégrée dans la mondialisation capitaliste, on a une nouvelle crise. En 2008, suite à la crise capitaliste aux États-Unis et en Europe, et le marché, ou la croissance, elle a encore une fois descendu en bas, moins 1%. Et après ça, et je veux dire très rapidement, l'économie israélienne s'est stabilisée au niveau d'une croissance annuelle de 3% depuis l'année 2009 jusqu'à aujourd'hui, et selon les prédictions, ça sera aussi l'année prochaine. 3% c'est plus bas que 5% ou 8%, mais 3% c'est mieux qu'en France, Allemagne et aussi les États-Unis. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une chose intéressante. Israël, c'est un pays, il est un pays périphérique par rapport à l'économie mondiale, à l'économie capitaliste mondiale, par rapport à ce que l'économiste égyptien Samir Amin dit la triade, vous savez, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, mais il est une puissance vers les territoires palestiniens, parce que ce sont des territoires colonisés du point de vue économique, mais aussi un peu dans les économies périphériques d'Israël comme la Jordanie et l'Égypte. Et aujourd'hui, Israël est devenu, il y a quelques mois, je veux dire plutôt 10 mois, aussi un pont vers la Syrie, l'Irak et le Liban par la voie du port de Haïfa. Ça veut dire importation, exportation d'une partie de la Syrie, de la Jordanie et vers l'Irak. Ça veut dire qu'Israël est devenu une pièce importante dans l'activité économique de la région, parce qu'en Syrie il y a la guerre civile, en Irak il y a, vous voyez bien, la guerre civile, et les Jordaniens ils sont en port, mais le port c'est le port d'Aqaba qui au sud, c'est près de la mer Rouge, ça veut dire que c'est très difficile d'accéder au marché européen, et c'est pour ça qu'on voit, si quelqu'un arrive à Haïfa, on voit les matins les bateaux arriver avec des gros camions turcs avec de la marchandise pour les pays arabes, et la soirée on voit les mêmes camions avec de la marchandise pour l'Europe. Mais ce n'est pas des exportations israéliennes. Ça veut dire qu'Israël est en état périphérique, mais de l'autre côté, elle est très dépendante de l'économie palestinienne. Ça veut dire, si on veut parler dans des mots de l'économie politique, Israël est un pays semi-périphérique. Il y a la périphérie du capitalisme, mais il y a à Israël sa propre périphérie. Par exemple, l'industrie du textile israélienne, il n'existe pas aujourd'hui. Il est, comme vous dites, immigré ou émigré vers la Jordanie et l'Égypte. La
BDS la plus puissante en Israël, c'est la BDS du peuple palestinien dans les territoires. Ce qui a causé le plus de dégâts, la première intifada, et là, selon les politiciens israéliens, il a, comme on dit, rejeté la classe politique israélienne vers une réalité de paix et vers une réalité des accords politiques et économiques avec l'autorité palestinienne et l'OLP. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël qui a dit ça, qui s'appelle Shlomo Ben-Ami. Il a dit une fois, on a compris à la fin de la deuxième intifada que les dégâts de l'intifada, il y a plus de dégâts de l'intifada que des choses à gagner du point de vue économique. Et c'est pour ça qu'on envisageait d'aller vers la paix avec, c'est ce qu'on parlait à cette époque, l'entité palestinienne. L'entité palestinienne. Pas l'État palestinien, mais l'entité palestinienne. Et la première intifada, qui était plus prolongée et encore plus audacieuse du point de vue économique, parce que vous savez, la première intifada était intifada à partir de 87, populaire, c'était une intifada de masse, mais il avait une direction plutôt à gauche, la direction qu'on appelait la direction clandestine de l'intifada, qui avait aussi toute une idéologie d'indépendance économique palestinienne. C'est pour ça que l'intifada, la première intifada, c'est pas seulement jeter des pierres sur les soldats, mais c'est aussi de boycotter les produits israéliens. C'est aussi de créer des coopératives locales. C'est un peu de donner un élan au travail à la terre. Et il y avait toute une politique, toute une idéologie d'autodétermination, de défendre l'économie locale palestinienne. Dans la deuxième intifada, malheureusement, cette intifada plutôt armée, et toute cette idée d'autosuffisance, d'économie, d'autonomie, d'économie solidaire, etc., ils ont disparu, malheureusement. Et c'était sous l'hégémonie politique d'autres forces, qui n'étaient pas la même force qui étaient à la tête de la première intifada. Mais en tout cas, du point de vue économique israélien, toujours quand il y a une intifada, c'est une période pas de croissance, mais de décroissance, on peut parler, ou carrément de crise économique. Des initiatives comme l'initiative qu'on parlera en serre avec les femmes de Betoumal et de Hébron, cette initiative qui va, si ça se développe, va apporter aussi à l'économie palestinienne, et peut aussi rompre un peu ces dépendances de l'économie palestinienne vers l'économie capitaliste israélienne. Et après de la guerre de 6 jours, en 67, l'État israélien était pendant les années 65-66 dans une crise économique très grave. Il y avait une blague dans l'aéroport de Lille, l'aéroport Ben Gurion, il y avait une blague, disait, le dernier Israélien qui sort, s'il vous plaît, fermez la porte ou fermez la lumière, parce qu'il y avait une grande émigration des Israéliens pour la crise économique. La guerre de 67 a sorti Israël de la crise économique. Ça veut dire la colonisation des territoires a sorti Israël de la crise économique. C'est les propres industriels qui nous racontent dans leur mémoire qu'après 67, ils ont développé les industries dans 10, 15, 20% plus parce qu'il y a les marchés palestiniens qui étaient annexés au marché israélien. C'est une classique du capitalisme. C'est déjà Marx qui a dit dans les manifestes communistes en 1848 que la conquête des nouveaux marchés, ça peut faire sortir les pays d'une crise capitaliste. Ici, ça fait par la voie d'une guerre. Ça veut dire, du point de vue économique, entre 67 et 113, l'économie israélienne s'est développée dans un rythme, comme on peut dire, chinois, ça veut dire 7-8%, grâce à l'occupation des territoires palestiniens. Cette colonisation qui existe toujours
dans cette première période, ça veut dire de 67 à 87, du point de vue économique, c'était une colonisation où les autorités militaires deviendront les ambassadrices du capitalisme israélien. Par exemple, des lois militaires qui interdisent l'ouverture des banques. Une loi militaire dans les territoires qui interdit le développement des industries. Une loi militaire qui dit que pour ouvrir une laiterie dans les territoires, il faut avoir un certificat de la laiterie israélienne qui dit qu'il est d'accord, vous voyez, qu'il n'y a pas ne va pas concurrencer l'israélien, qui est l'exportation des fruits. Dans ces années-là, la terre, c'était les principales branches de l'économie palestinienne, que l'exportation des fruits vers Israël est interdite, mais on peut bien sûr importer des fruits d'Israël dans les territoires occupés. Et jusqu'à aujourd'hui, 10% de la production, pas des exportations, mais de la production des fruits d'Israël, et ils sont exportés vers la bande de Gaza. Toujours quand il y a le blocus à Gaza, ce n'est pas seulement les Palestiniens qui demandent d'ouvrir la frontière, c'est aussi les agriculteurs israéliens. Parce qu'ils restent avec des quantités de produits, ils ne veulent pas les vendre dans les marchés israéliens parce que ça fait baisser les prix. Et on voit parfois des manifestations d'agriculteurs israéliens qui demandent l'ouverture de la bande de Gaza, pas pour des raisons humanitaires, bien sûr, mais pour des raisons économiques. Mais où vont toutes ces exportations? Les premiers partenaires économiques d'Israël, c'est l'Europe. Et si on veut comprendre pourquoi l'Europe ne veut pas aller plus loin et pressionner le gouvernement israélien, il ne faut pas chercher la femme, il faut chercher l'argent ici. Il faut chercher l'argent. Et l'argent ici, ces exportations sont déficitaires vers l'Europe. Ça veut dire qu'Israël importe plus en Europe qu'elle exporte en Europe. Les deuxièmes partenaires, ce sont les États-Unis. Mais les exportations vers les États-Unis sont excédentaires. Ça veut dire qu'on exporte plus en États-Unis qu'on achète des États-Unis. Et le troisième, c'est aujourd'hui la Chine. La Chine. Mais si on ferait selon l'échelle des pays, on verra qui les premiers, et pas l'Europe ou l'Union européenne, si on parle des pays, le premier pays, c'est les États-Unis. Le deuxième pays, c'est la Palestine. En troisième rang, il y a un État européen, ça peut être l'Allemagne, l'Angleterre. Et après ça, les autres pays européens. Et la Chine en, je ne sais pas, 6e ou 7e rang. Mais les exportations vers la Palestine sont très importantes pour l'économie israélienne. Et vous connaissez bien sûr les accords d'Oslo. Mais avec les accords d'Oslo, il y a eu ce qui s'appelle le protocole de Paris en 1994. Les protocoles de Paris, ce sont des accords entre la OLP et l'État d'Israël, des accords économiques. Et ces accords économiques, ils sont seulement faire entrer l'économie palestinienne, c'est ce qu'on dit dans une phase néocoloniale. Ça doit passer du colonialisme clair, ouverte, avec des militaires et avec des généraux et des colonels dans les territoires occupés qui font imposer la loi ou les lois économiques israéliennes, dans le néocolonialisme. Qu'est-ce que ça veut dire un néocolonialisme? Il n'y a pas aujourd'hui des soldats israéliens un peu partout, mais ces liens coloniaux économiques, ils continuent, ils existent toujours comme avant. Je me souviens que j'étais journaliste dans les années 80, et on a parlé un jour avec Shimon Peres, c'était le ministre de la Défense. Peu importe s'il y aura un État palestinien, peu importe si on va annexer les territoires, et peu importe si les territoires seront des mains jordaniens. Parce qu'à cette époque-là, les partis travaillistes israéliens, ils parlaient de l'option
Jordan, aux Jordaniens. Ça veut dire de racheter ou de donner ce territoire aux reines hachémites. Il dit, peu importe la solution politique. Pour nous, c'est important, c'est que les liens économiques avec les territoires restent comme ils sont jusqu'à aujourd'hui. On ne veut pas une paix de drapeau, on veut une paix de marché. La paix des marchés. Et jusqu'aujourd'hui, aussi le gouvernement Netanyahou, il est pour la paix du marché. Ouais. Et ça veut dire que les liens coloniaux, ces liens coloniaux économiques, il doit rester. Les liens coloniaux économiques, il est basé sur 2 et 3 principes. Le premier, c'est que l'économie, le marché palestinien, c'est un marché, on dit, captif de l'économie israélienne. Le deuxième, c'est que nous, les Israéliens, vendons les Palestiniens nous vendons aux Palestiniens des produits industriels et ils achètent ces produits israéliens, mais il y a de la main-d'œuvre palestinienne bon marché dans l'État d'Israël. Bien sûr que la main-d'œuvre, le plus bon marché, c'est la main-d'œuvre qui vient de Gaza. Et Gaza est bloqué. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 travailleurs palestiniens de la Cisjordanie qui toujours travaillent en Israël. D'une façon légale, soi-disant, ils ont des papiers donnés par le gouvernement militaire, ou d'une façon illégale. Très intéressant, d'un côté, la politique officielle, c'est de réduire le nombre de travailleurs palestiniens, mais en fait, le nombre ne se réduit pas. La politique officielle est de réduire le nombre de travailleurs étrangers, ça veut dire qu'ils ne sont pas palestiniens, viennent de Chine ou de Bulgarie, ou un peu partout, d'Amérique latine, mais en fait, le nombre, ça ne se réduit pas. De Ben Gurion, parfois, dans la matinée, on voit des travailleurs qui ont refusé, mais si on reste ici jusqu'à soirée, on voit dans les mêmes avions qui viennent de nouveaux travailleurs à la place de ceux qui ont été expulsés d'Israël. Ça veut dire qu'il y a une politique israélienne de concurrence d'en bas pour baisser les salaires de ces jeunes-là. L'aspect négatif des protocoles économiques de Paris, c'est que les Palestiniens n'ont pas droit à leur monnaie. À Gaza, sur le Hamas, aujourd'hui, la monnaie, c'est la monnaie israélienne. C'est le shekel, la monnaie courante. Sous la direction d'un mouvement islamique, on commence avec les shekels. Il n'y a pas de la monnaie palestinienne. Il n'y a pas une banque centrale palestinienne. Il n'y a pas, bien sûr, la souveraineté, je veux du point de vue économique, de l'autorité nationale palestinienne. Il n'y a pas de la souveraineté sur les douanes, etc., etc., etc. Ça veut dire les accords, les protocoles de Paris, je dis il y a quelques minutes, c'est un accord néocolonial. Ça veut dire on est prêt à avoir un drapeau palestinien, on est prêt à avoir aussi un soldat ou un policier palestinien, mais on n'est pas prêt à avoir une pièce de monnaie palestinienne. Vous voyez, du point de vue israélien. Et comme on voit dans Israël cette affaire économique d'un point de vue critique, il y a au moins 3 visions, ou 3 points de vue. Il y a un point de vue qui c'est le point de vue d'un groupe d'études qui s'appelle Who Profits en anglais, ou qui gagne, qui profite bien sûr de l'occupation, qu'ils font des travaux très importants. On peut voir ça dans la web, dans l'internet, qui dit toutes ces questions-là de l'occupation, c'est une question économique. Et on va vous montrer comme les grands films israéliens, pas un petit patron, mais ce sont les banques, ce sont les industries, ce sont les usines qui profitent de cette lien colonial. Et on le voit ça, il donne beaucoup d'éléments sur des industries dans les colonies, des industries qui travaillent avec les colonies, des industries avec les banques, etc., etc., etc. Ça veut dire, c'est une optique qui dit, ou c'est un point de vue qui dit, l'occupation, ça profite à la bourgeoisie israélienne. Il y a un deuxième point de vue du Centre d'études sociales et économiques qui s'appelle ADVA, ADVA,
c'est un centre d'études économiques et critiques et à gauche, qui fait de la critique économique et sociale, mais aussi sur la question des territoires, qui dit cette occupation-là a un coût social trop grand pour la société israélienne. Ça veut dire chaque shekel au dollar qu'on met là-bas pour construire des colonies, pour faire un nouveau chemin pour l'armée, les soldats qui sont là, ça veut dire l'occupation, elle a un coût trop grand pour la société israélienne. On n'a pas de l'argent pour des hôpitaux, on n'a pas d'argent pour les écoles, on n'a pas d'argent pour le logement en Israël, c'est un problème très grave, le problème de logement en Israël, parce que tout cet argent-là va vers le territoire. Vous voyez, ça veut dire que l'accent c'est sur le coût social. Et il y a une troisième vision, c'est la vision marxiste, qui dit, ils ont raison, ça veut dire, les deux ils ont raison. Ça veut dire, il y a, du point de vue de l'économie capitaliste, il y a une socialisation des coûts, ça veut dire toute la population israélienne paye pour l'occupation, et il y a une privatisation des profits. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire une socialisation des coûts? Si quelqu'un de vous demain veut acheter une voiture en Israël, pour quelle voiture? Veut acheter une petite voiture, un Peugeot 107, c'est une voiture pas chère, il faut payer 100% d'impôts parce qu'il y a l'industrie locale qu'on peut défendre. Vous voyez, on taxe l'importation pour développer l'industrie locale des voitures, mais en Israël, on produit des tanks, mais on ne produit pas des tanks des canons, mais on ne produit pas des voitures. C'est parce que ces marges-là, des taxes, les 100% des taxes sur les voitures, c'est pour financer l'économie de guerre. Bon, pas seulement l'industrie, mais tous les complexes, ce qu'on dit les complexes militaires et politiques militaires, ça veut dire l'occupation, la guerre, et les préparatifs pour la guerre et pour attaquer l'Iran, par exemple. C'est pas un secret, ça s'est débattu dans la presse israélienne. Ils ont coûté, avant d'attaquer l'Iran, les préparatifs militaires, ils ont coûté à peu près 4 milliards d'euros. Les préparatifs. Parce que, comme vous savez, Israël a attaqué jusqu'à aujourd'hui l'Iran. Ariel Sharon il a dit une fois pourquoi il n'y aura pas en Israël un coup d'État, comme en Amérique latine, on vit avec des TAC et ça, parce qu'ici, en Israël, toujours les militaires sont au pouvoir. Et peu importe si c'est un militaire en activité ou un militaire qui est politicien aujourd'hui. Si on voit les ministres, si on voit la classe politique, ceux qui sont issus de l'armée, on voit que l'armée a une présence très importante. Ils sont, pas tous, mais la plupart sont des ex-officiers. Si je parle par exemple de l'industrie aéronautique, c'est un des grandes boîtes en Israël, il y a 14 000 travailleurs là-bas. Ils font aussi des avions civils, mais la plupart ce sont des avions militaires. Et spécialement aujourd'hui, c'est les drones, c'est ce qui marche plus dans les marchés. Du point de vue politique, s'il y a un tabou dans la politique israélienne, c'est de faire ce lien entre le social et l'occupation. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un tabou? Parce que si les gens comprennent que leur argent va, les travailleurs, pour renforcer l'occupation, s'ils comprennent ça politiquement, leur demande ne sera pas de la demande seulement de justice sociale, mais aussi une liaison entre la justice sociale et la lutte pour la paix et contre l'occupation. C'est pour ça que malheureusement, le seul que pendant toutes ces années, on a fait cette liaison-là entre la paix et les revendications sociales de la population israélienne, des Juifs et des Arabes, c'est le Parti communiste. Tout le reste de l'establishment sioniste, parce que tout le reste des partis du côté juif appartiennent au establishment sioniste, ils refusent de faire ce lien entre occupation et niveau de vie des Israéliens.
au niveau des médias israéliens. Et il y a des partis arabes qui ne sont pas très actifs sur les questions des droits sociaux. La mouvance islamiste, un peu partout dans le monde arabe, elle n'est pas très attentive sur les questions des droits des travailleurs, droits sociaux, et plutôt ils sont sur une autre base politique et idéologique. Et dans les faits, ils sont néolibéraux, ça veut dire qu'ils sont dans une optique très capitaliste des choses. Et c'est pour ça que malheureusement, dans ces questions-là, on reste un peu isolé dans la politique israélienne. Et c'est pour ça qu'on a une agenda un peu chargée pour le Proche-Orient, parce qu'on parle aussi de la guerre, on parle aussi des droits des travailleurs, on parle aussi des droits des femmes, on est anticapitaliste, on parle aussi des droits des homosexuels et des lesbiennes. Et ça veut dire, c'est un paquet un peu chargé dans un pays où les questions d'identité sont des questions parfois primordiales, sont très importantes. Aujourd'hui, c'est une économie capitaliste néolibérale très sauvage. Très sauvage, ça veut dire qu'ici, à la haut de triangle, ça va et se développe toujours comme une vraie oligarchie. Oligarchie de l'argent, ça veut dire la grande bourgeoisie israélienne. En hébreu, on les dénomine les oligarques. Et vous connaissez ce mot oligarque, ça a développé en Russie, avec ce groupe groupe-là qui était près de Yeltsin, aujourd'hui près de Poutine, c'est l'oligarchie israélienne. Ça veut dire que c'est un groupe de gens qui sont tous les ficelles du pouvoir économique. On les dénomine aussi les 10 familles, les 15 familles, c'est peu importe, ça veut dire que c'est un petit groupe qui, pendant ces années, par la voie de privatisation, par la voie de développement des industries d'armes, par la voie de liaisons avec des grandes entreprises étrangères, la société israélienne, ça veut dire qu'il y a un développement ces dernières 15 années, c'est cette oligarchie, cette grande bourgeoisie qui est très, très liée au marché international, de toutes sortes, des marchés d'armes jusqu'au marché de travail. C'est une haute bourgeoisie, ou c'est une oligarchie qui a un caractéristique pas seulement social, mais aussi ethnique, si on peut parler comme ça. Ce sont des Ashkénazes, ça veut dire des Juifs qui sont arrivés en Palestine, de l'Europe. Cette hégémonie ashkénaze existe en Israël avant la création aussi de l'État d'Israël. Vous voyez? Jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit qui sont ces familles de gens riches, on ne trouve pas des Arabes. On ne trouve pas aussi beaucoup de Juifs farades. Il y a passé par là. Pas de beaucoup de Juifs farades. Et c'est une oligarchie aussi, du point de vue des gens, c'est une oligarchie des hommes. Ça veut dire, on n'a pas de femmes riches, sauf un et deux. C'est plutôt des hommes. Mais quand on va vers la base du triangle de la société, on voit plus de femmes, plus de Sfarades, plus de Arabes. Quand à la base de cette pyramide aujourd'hui, on a les sans-papiers israéliens, ça veut dire ces réfugiés qui sont arrivés en Israël pour la plupart ces dernières années de l'Afrique, du Soudan, d'Érythrée et d'Éthiopie. Il y a aussi un grand groupe de sans-papiers qui sont encore plus mal connus. Des émigrés sont venus de Jordanie, d'Égypte, pas des Juifs, je veux dire des émigrés arabes, de Jordanie, d'Égypte, d'Algérie et de Maroc. On les trouve un peu partout, mais comme ils parlent très bien l'arabe, ça veut dire qu'ils ne sont pas ciblés, ils ne sont pas noirs, ils sont comme nous, entre guillemets. Et c'est pas facile de reconnaître parce qu'il y a des gens qui parlent très bien l'hébreu comme les autres gens. C'est la base de la pyramide sociale. Mais il y a une caractéristique, c'est que la pyramide sociale, elle est très mélangée du point de vue religieux, du point de vue ethnique, du point de vue, de tout point de vue. Quand on monte vers le haut, là, et
comment on dit, l'oligarchie devient plus blanche et plus ashkénaze. Ça devient plutôt une société de salariés. Les médecins deviennent des salariés, les petits commerces ferment parce qu'il y a la grande distribution, et les petits industriels ferment les boutiques parce qu'on ne peut pas compétir avec l'importation, et avec l'importation spécialement chinoise, et avec les grandes entreprises. Ça veut dire qu'on est devenu plus en plus une société de salariés. Ça veut dire une société où les luttes sociales, les luttes de classe deviennent de plus en plus accrues pendant ces dernières années. Quelle est la relation entre l'occupation et cette pyramide sociale? Il faut savoir que dans la pyramide sociale d'Israël, ce n'est pas seulement l'oligarchie qui profite de l'occupation, mais il faut savoir que un peu partout dans l'échelle sociale, il y a des gens qui profitent de l'occupation. Par exemple, je veux dire, de la population arabe, palestinienne, israélienne, ils sont des sous-traitants de la main-d'œuvre des territoires. Vous voyez? C'est lui aussi un Palestinien. Mais ils profitent de leur citoyenneté israélienne pour faire travailler les autres pour lui. Mais ce n'est pas un riche, ce n'est pas un oligarque, c'est tout à fait une personne que c'est pour la plupart lui-même un ancien travailleur dans la construction, qu'il a vu que c'est plus facile de prendre 3, 4, 5 travailleurs palestiniens, faire le travail pour lui, et de continuer à travailler comme vrai. C'est très pénible, spécialement en Israël, parce qu'il fait très chaud. Hein? Vous voyez, ça veut dire qu'il y a, c'est peut-être un arabe, c'est peut-être aussi un juif sfarade, c'est la même chose. D'avoir 3, 4 travailleurs dans un salaire très bas, on ne devient pas d'un bourgeois plein de fric, mais de toutefois, c'est lui qui profite de l'occupation aussi. Parce que s'il n'y aura pas l'occupation, on serait tout à fait dans une autre situation du point de vue économique et social. Ça veut dire que si on voit l'échelle, on voit dans toutes les échelles des gens qui profitent d'une façon ou de l'autre de l'occupation. Par exemple, je dis qu'en Israël, il n'y a pas de logement. Mais il y a plein de logements où? Dans les colonies. Dans les colonies. Vous voyez, toutes les semaines, il y a un ministre en Israël qui dit on va construire 1000 unités habitationnelles ou 1000 appartements dans cette colonie, cela, ceci. Parfois, elle ne construit rien, on ne construit pas 1000, 200, mais il y a beaucoup des unités, ça veut dire des appartements dans les colonies qui sont vides. Ça coûte très cher en Israël. Il dit, vous n'avez pas de l'argent pour acheter en Israël, allez vers les colonies, il n'y a aucun problème. On a plein d'appartements vides là-bas. Pourquoi on a plein d'appartements vides? Parce qu'il faut savoir que ces filières de gens qui, spécialement des religieux, qui venaient d'Israël vers la colonie, ça c'est fini, épuisé. Il n'y a pas de gens qui viennent d'Israël dans les colonies pour des raisons idéologiques. Il y a des gens qui arrivent plutôt dans les colonies pour des questions économiques. Ce sont nos pieds noirs, si on peut parler comme ça. Ces types qui arrivent dans les territoires, ou ces familles qui arrivent dans les territoires, c'est ce que Marx appelait les poor whites, ça veut dire les pauvres blancs, ils profitent aussi de l'occupation. La terre ne coûte rien dans les territoires, c'est de la terre volée aux Palestiniens. Des colons qui disent, nous sommes arrivés ici par nécessité, parce qu'on n'a pas d'autre choix, il faut vivre quelque part. On est prêt à retourner en Israël si on nous donne une solution, quelque chose à change de ce que nous avons, parce qu'il faut payer de toute fois. Ce n'est pas gratuit, c'est pas gratuit du tout. Ça veut dire que si on parle de la société israélienne, la collaboration, si on peut dire, avec l'occupation, ce n'est pas seulement ceux qui profitent, sont des grands profits, c'est aussi des gens qui sont des petits profits, des fonds de petits profits. Si on voit la base sociale du parti Likoud, qui c'est le parti de droite les plus puissants en Israël, cette base sociale, elle est pleine de gens qui ne sont pas des gens riches, mais sont là. Ce sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, profitent de l'occupation des petits employeurs, la plupart des gens d'origine sfarade. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont été ici, il y a quelques années. Et que l'occupation, elle les a poussés un peu vers l'eau.
Ils ont habité en HLM, et aujourd'hui, grâce à l'occupation, ils ont fait un peu d'argent, ils ont, je vais pas construire une maison. Ils sont sortis de l'HLM grâce à la main-d'œuvre palestinienne à bon marché. Si on ferme le territoire pendant des mois, ils peuvent aussi devenir des chômeurs eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des pressions dans les Likoud de ne pas avoir une politique extrémiste, parce que c'est très clair dans les bases du Likoud, qui sont, c'est étrange ce que je veux dire, mais les bases du Likoud sont plutôt à gauche que leur direction, que leurs dirigeants politiques, de ne pas étrangler aussi le territoire, parce qu'étrangler aussi le territoire, ça devient aussi, il y a un prix à payer, il y a un prix personnel, social à payer. C'est pour ça que nous disons, nous disons, c'est les communistes, que l'occupation des territoires, ce n'est pas seulement une question politique, ce n'est pas une question religieuse, ce n'est pas une question politique, mais les territoires sont devenus les maillons faibles du capitalisme israélien. Créer un État palestinien et stopper l'occupation, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer ce prix, du point de vue social et du point de vue économique. Un peu comme après l'Algérie, on a eu mai 68 en France. Vous voyez? Je crois qu'il y a un lien entre la guerre d'Algérie et mai 68. On pourra parler une autre fois. Parce que si ici, on va arriver une fois on va arriver à une compréhension de ces liens, ça, je crois que la société israélienne deviendra plus militante, plus activiste, plus éclairée dans la réalité au jour le jour. Aussi des syndicalistes, des travailleurs, des cellules de travailleurs, etc., etc. Quand on a vu il y a un mécanisme social en Israël qui perpétue l'hégémonie de la grande bourgeoisie, c'est de jeter des pauvres contre des pauvres. Ça veut dire de dire aux Juifs, votre pire ennemi c'est le travailleur arabe. Et de dire les travailleurs arabes, votre pire ennemi c'est le travail étranger. Et de dire le travail étranger, votre pire ennemi ce sont tous ces travailleurs de Proche-Orient qui ne sont pas aucune morale et aucune morale de travail. Vous célébrez l'utilisation de la population arabe en Israël comme bouc émissaire des problèmes sociaux. Par exemple, si on a un problème avec le chômage, c'est parce que les Arabes, on ne le dit pas d'une façon comme ça, ils ne veulent pas travailler. Vous voyez? Ils ne veulent pas travailler. Ça veut dire qu'ils utilisent la sécurité sociale. C'est très classique. Parce que dans les faits, c'est la population la plus prolétaire, si on veut parler. 50% des travailleurs arabes travaillent dans l'industrie ou dans la construction. Ça veut dire mais c'est facile de dire qu'ils ne travaillent pas parce que, comme ça, les femmes arabes ne veulent pas travailler par leur tradition. Vous voyez? Mais il n'y a pas de où travailler pour une femme arabe. Si vous avez été en Israël, vous voyez, dans les villes arabes et dans les villages arabes, il n'y a pas d'industrie. Ils sont toujours à côté d'une ville juive ou une ville mixte. Et ce n'est pas facile dans une place où il n'y a pas de transport public. En Israël, le transport public il est très déficitaire, particulièrement, spécialement dans la périphérie. Et la majorité de la population arabe sont dans la périphérie du point de vue géographique. Ça veut dire que les boucs émissaires, ça cimente la population. Ça veut dire qu'il y a un intérêt juif qui est par-delà des intérêts de classe. Hein? Des intérêts de classe. Ça veut dire, et nous sommes tous des juifs vers les arabes. Il y a une deuxième, c'est au niveau social, mais au niveau idéologique, il y a l'instrumentalisation de la Shoah. L'instrumentalisation de la Shoah, ça veut dire qu'il y a toujours un danger. Et ce n'est pas un danger comme ça, sécuritaire. C'est un danger total. À l'époque, je me souviens, c'était Kadhafi. Kadhafi, c'était le danger. Pourquoi? Parce que la propagande israélienne a voulu les transformer dans un danger. Après ça, c'était Saddam Hussein. Saddam Hussein, qu'il y a des armées chimiques,
c'est clair. Il y a peut-être aussi des armées atomiques. C'est clair, non? Qu'il y a des armées chimiques, des armées atomiques. À l'époque, c'était clair qu'il y a des armées chimiques et que le but de cette armée chimique, c'est de lancer sur Israël à la première opportunité. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Et demain? Tu verras. J'ai trouvé dans le journal Maariv, c'est un journal à l'époque très populaire, c'est en 84, en juin 84, Khomeini, il est prêt à finir la bombe atomique, le travail de la bombe atomique, et en bas, dans la manchette, disait des experts allemands collaborent avec Khomeini. Ça veut dire, les experts allemands, vous voyez, ce ne sont pas des nazis, parce qu'on parle de 83, mais du point de vue des gens, des experts allemands avec Khomeini. Et 83, c'est à peu près il y a 30 ans. 30 ans. Ça veut dire une génération du point de vue historique, on parle de la bombe atomique d'Iran. Et on ne peut pas raisonner avec ces questions-là. C'est la bombe atomique. La bombe atomique, la Shoah, Ahmadinejad, Kadhafi, Saddam Hussein, tout ça, c'est une arme qui a dans les mains du gouvernement et de l'oligarchie israélienne pour cimenter la unité nationale en face. Ici, ça peut paraître une blague, mais si on est en Israël, on prend la radio, les informations le matin, on attend la bombe atomique de Kadhafi, au soir on attend la bombe atomique de Khomeini et d'Ahmadinejad, c'est pas une blague, c'est un message politique qui est très clair, parce que ça va influencer les gens de rester dans l'ordre socialiste établi. Parce qu'on ne peut pas faire rien bouger, parce qu'il y a toujours un danger qui est plus grand qui fait bouger l'ordre socialiste. L'Histadrout, c'est la Confédération des travailleurs d'Israël. Ça a été fondé dans les années 20, aussi par des militants communistes, il faut dire. Et après ça, ça a été sur la hégémonie sioniste. L'Histadrout était même de la direction de l'Histadrout. Dans l'Histadrout, il y a des partis politiques. Vous savez, les élections, c'est un parti politique. Les partis communistes, il y a 7% des votes des travailleurs dans l'Histadrout. Et l'Histadrout, d'une façon générale, il a fait le rôle d'un auxiliaire de la politique sioniste en Israël pendant ces années. Mais de l'autre côté, il y a des travailleurs là-bas. C'est pour ça que nous sommes, je veux dire, communistes, nous sommes dans l'Histadrout. Et la plupart des travailleurs organisés s'organisent dans les cadres de l'Histadrout. On veut faire un parallèle ici en France, c'est un peu FO et CFDT. Vous voyez? Et nous sommes plutôt CGT. Mais pas CGT d'aujourd'hui, hein. CGT d'il y a quelques années. Dans les statuts, c'est la défense du travailleur juif. Pardon? Dans les statuts, c'est la défense du travailleur juif. Non. Ça, c'était dans les années 20. Aujourd'hui, les statuts, il y a bien sûr, la plupart de nos camarades du Parti communiste sont des travailleurs arabes. Ils sont dans les statuts. Et nous avons, en tant que Parti communiste, 2 unités départementales de l'Histadrout, la première fois dans l'histoire, près de Tel Aviv et à Nazareth. Ça veut dire qu'on a une base sociale, on a 3 unités départementales de femmes, il y a une division là-bas, le mouvement des femmes de l'Histadrout. C'est aussi pour la première fois depuis la création de l'Histadrout nous sommes l'opposition, la seule opposition de l'Histadrout aujourd'hui. Donc il y a tous. Il y a aussi des travailleurs sans papier. C'est-à-dire nous avons, après des années, changé, des années de lutte dans l'Histadrout. On a changé les statuts de l'Histadrout, c'est l'Histadrout pour tous. Tout qui est travaillé en Israël, sauf les travailleurs palestiniens des territoires. Parce que pour nous, les travailleurs palestiniens des territoires, ils peuvent être dans leur lieu de travail, même du comité d'entreprise, vous voyez, lieu de travail en Israël, mais du point de vue de l'affiliation, il doit être affilié dans un syndicat palestinien. C'est notre conception. C'est pour ça que nous refusons aussi que l'Histadrout travaille bien sûr dans les colonies, et dans ces dernières années, l'Histadrout a fermé tous ses antennes dans les colonies. Il y a rien, et nous demandons aujourd'hui de fermer l'antenne à Jérusalem orientale. Parce que selon notre point de vue, Jérusalem est un territoire occupé, et l'Histadrout ne peut pas travailler dans les territoires occupés.
Il peut défendre bien sûr les droits des travailleurs de terres occupées, mais pas travailler dans les... Parce que sinon, le statut devient inutile de l'éducation. C'est ce que ça a été fait pendant des années. Le Parti communiste a été créé en Palestine en 1919, ok? 1919. Il a connu une très longue période de clandestinité pendant l'occupation anglaise, ça va jusqu'à 1948. Après ça, de longues périodes d'isolement par l'establishment sioniste. Mais en 1976, il y a eu une première grande victoire politique, c'est le jour de la terre. Le jour de la terre. Le jour de la terre en Israël, en Palestine. 1976, c'est un jour qui était planifié par le comité central du Parti communiste. Car les conseils politiques, c'est ce qu'il faut faire, il était bien planifié du point de vue politique. Et ça a été une conquête politique parce qu'à partir de la journée de la terre, et le gouvernement il a stoppé pendant des années la confiscation des terres palestiniennes en Israël. Et à partir des jours de la terre, on a arrivé à une conclusion qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler avec les communistes sans être communistes. Je veux dire par exemple une catégorie qui est prochainement très importante, ce sont des gens qui sont religieux. Religieux, ça veut dire qu'ils pratiquent une religion. C'est pour ça que dans le front Hadash, on a des prêtres chrétiens, et on a bien sûr des musulmans militants. On peut voir dans les manifestations beaucoup de femmes voilées, par exemple, ou des gens qui vont à la Mecque, qui font le Hajj, la pérégrination à la Mecque, et aussi des juifs religieux, et aussi des rabbins de gauche. Il y a des rabbins de gauche. Voyez en Israël. Ça s'appelle les mouvements des rabbins pour les droits humains, pour les droits de l'homme. Mais le Parti communiste, il n'est pas religieux, il est agnostique. Ça veut dire qu'on a des gens qui sont prêts à travailler avec les communistes, mais qui ne sont pas des matérialistes, ils ne sont pas des marxistes, pas du tout, ils sont des gens de gauche. Et pourquoi refuser de travailler ensemble dans le cadre d'un front qui s'appelle le Front pour la paix, le Front démocratique pour la paix et l'égalité. C'est ça Hadash, en arabe. Ce front, il a eu on dit comme tout front politique qui existe depuis de 40 années. On a un débat interne aujourd'hui sur le front, si c'est valable, si c'est pas valable, si on a eu une grosse défaite à Nazareth. On a perdu Nazareth. Dans le dernier, pour 30 votes, on a perdu à Nazareth. Mais on a perdu à Nazareth. Et le candidat qui s'est opposé à nous, c'est l'ancien adjoint de la mairie qui est de Hadash. Okay? Vous savez, comme disait André Gide, la lutte finale, ça ne sera pas entre bourgeois et communistes. La lutte finale, ça sera entre communistes et ex-communistes. Et à Nazareth, dans les conseils municipaux, sont 12, non, pardon, ils sont 17. Il y a un qui est islamique et il y a 16 qui sont ou des communistes ou des anciens communistes, contre les communistes, bien sûr. Mais on a eu une grosse défaite à Nazareth. Pour nous, Nazareth, on a gouverné pendant 40 années. Nazareth, c'est la capitale de la minorité nationale arabe palestinienne en Israël. Ce n'est pas une autre ville, on a une grosse défaite et on débat aujourd'hui dans les partis. On a un congrès extraordinaire dans quelques mois pour débattre si Hadash, dans 40 ans, ça existe aujourd'hui. Parce que c'est basé sur des groupes, spécialement des groupes locaux. Il y a par exemple les fronts à Nazareth, c'est un front local avec des militants qui ne sont pas des communistes. Mais on a dans les fronts aussi ce groupe qui s'appelle Tarabout, avec Gadi Al-Ghazi, qui sont aussi des ex-communistes, spécialement de la jeunesse communiste. Et c'est ça Hadash. Mais il faut dire sincèrement que ce n'est pas comme le front de gauche. Il y a plusieurs forces politiques. La force politique la plus dominante, la plus hégémonique, c'est le Parti communiste. Et on débat aujourd'hui, qu'est-ce qui va devenir Hadash? On va rester là, on va changer tout, on va vers un autre front, on va travailler seulement comme Parti communiste. Il y a un débat interne qu'on peut le lire dans la presse, ce n'est pas secret, c'est un débat politique. La dernière, c'est sur les BDS. La question des BDS, c'est une question plus compliquée que ça. Parce que quand on voit la population israélienne, on se demande où est le noyau dur des gens de gauche et des gens qui
sont contre l'occupation, pas du point de vue des positions dans les sondages, mais dans les faits, dans les manifestations à Build-In, un peu partout. D'où ça vient ces gens-là? Sont la plupart des gens qui viennent des universités. Il y a une blague en Israël qui dit qu'à l'université de Tel Aviv, il y a un groupe clandestin sioniste. Dans l'imagerie, dans la politique israélienne, c'est l'université de Tel Aviv, c'est la gauche, l'extrême gauche. Comme ça, la blague dit qu'il y a des sionistes à l'université de Tel Aviv, mais ils travaillent dans la clandestinité. Ils font des listes noires, des professeurs, ils les nomment crypto-communistes, marxistes et antisionistes. Et ils ont fait une liste de 1000 professeurs de l'université qui sont communistes, crypto-communistes ou pro-palestiniens. Vous voyez, ce sont des catégories un peu floues, parce que c'est un peu la même chose pour eux. Et il y a des groupes d'étudiants arabes qui sont vraiment militants dans les universités. Il y a des mouvements de gauche dans les universités. Et il faut dire que boycotter les universités d'une façon totale aussi, c'est me boycotter à moi. Parce que moi, je aussi travaille à l'université. Et si disons, il faut boycotter l'université, comment est-ce que je peux, en tant que militant communiste, me boycotter à moi-même? Ça, c'est un peu difficile. Ou à mes collègues qui sont des communistes à l'université. Ça veut dire que la question de l'université, il faut voir ce qu'il y a dans l'université qui a un lien avec l'armée ou la recherche militaire. Ça existe pas dans toutes les universités, il faut savoir, mais ça existe au Technion, par exemple, parce que c'est une université technique, mais il y a là-bas aussi de l'architecture et de la médecine, des choses qui n'ont rien à voir avec l'armée. Il y a des gens très progressistes. Il y a aussi des universités, comme Betzalel à Jérusalem, c'est une université on fait des métiers de l'art, du cinéma, et c'est très très ancré à gauche, par exemple. On ne peut pas boycotter Betzalel. Bon. Ça veut dire qu'il faut voir exactement où est la cible, parce qu'il y a un danger qui c'est d'isoler les éléments dans la société israélienne qui sont vraiment contre l'occupation et les rejeter. Vous voyez? Mais dans ma question, il y avait aussi comment on peut savoir quoi? On peut savoir parce que si le type fait la recherche de la physique nucléaire, oui, ouais, oui, c'est en fonction des... C'est en fonction des labos en fait. Oui, s'il fait la physique nucléaire, s'il fait de l'aéronautique, c'est clair qu'il ne veut pas faire un montgolfière, ou s'il fait de la physique nucléaire, en Israël il n'y a pas de centrale atomique, grâce à Dieu. Et s'il fait la physique nucléaire, c'est très clair qu'il est lié d'une façon ou d'autre si c'est de la recherche pure de la physique nucléaire, c'est lié d'une façon ou d'autre à l'appareil atomique ou je ne sais pas, de nucléaire israélien, d'une façon ou de l'autre. Ça veut dire qu'il faut savoir, s'il y a un professeur qui étudie les problèmes de capitalisme comme moi, c'est pas évident qu'il y ait un lien avec l'armée. Plutôt si j'ai un lien est un peu conflictif, c'est un peu comme ça. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien cibler les groupes. Qu'il faut boycotter, c'est l'université d'Ariel. Oui, mais il faut savoir que l'université d'Ariel, elle est boycottée aussi en Israël. Et elle n'appartient pas, l'université d'Ariel n'appartient pas à, comment dire, les organismes des universités. Et vous voyez, ils sont vraiment boycottés, mais c'est dans le cadre du boycott qu'il y a en Israël des produits des colonies et de tout ce qui a à voir avec les territoires occupés. تعطيني قلم تطلع فكرة تاخدي قلم ما بتاخد مني كلمة أنا الأهل سلوان الخليل أفكار بالراس قوافي تسجيل مستعجلة بسرعة لقاء مع الشهرة بعشق موسيقى يوم